Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon prince des îles exilées préféré. Même ça n'a aucun sens. C'est Guillaume, c'est Guigui, c'est moi. Et ça va bien. Oui. Et on se retrouve pour le chapitre 56, soit le 7e chapitre de Tyrion. Ok, bah ouais, tu l'as dit, hein, c'est un chapitre de Tyrion qui a réussi à rejoindre le campement de son père au niveau de l'auberge du Carrefour grâce à sa nouvelle escorte composée de Bronn et des clans des montagnes. Les retrouvailles avec son père, bon, on va passer, mais en gros elles sont pas très chaleureuses. Et Shaga fera irruption dans la tente pour réclamer son dû promis par Tyrion en échange de sa protection. Sauf que Tywin promet bien plus si les clans des montagnes acceptent de combattre avec l'armée Lannister contre, on rappelle, l'armée de fantassins Stark menée par Roose Bolton, qui arrive sur la route royale. Ces derniers acceptent, mais à une seule condition, que Tyrion participe aussi à la bataille et du coup serve de garantie à la bonne parole de Tywin. Donc le chapitre débute dans le conflent, près de l'auberge du Carrefour. On se rappelle que dans le dernier chapitre de Tyrion, il avait fait un marché avec les clans des montagnes du Val d'Arryn. Si les clans laissaient la vie sauve à Bronn et lui, et Tyrion s'assurait de leur fournir des armes capables de rivaliser avec celles des chevaliers du Val d'Arryn. Une certaine Sheila, de la tribu des Oreilles Noires, leur rapporta qu'une armée Lannister de près de 20 000 hommes campait au Carrefour. Donc c'est beaucoup. Sachant que Robb, lui, on sait qu'il avait que 18 000 hommes. En tout, ouais. Ouais, parce qu'il y a encore les hommes de Jaime aussi. C'est ça. C'est pour ça que j'étais un peu déçu lors du chapitre précédent, parce que je me dis que oui, là, en termes d'effectifs, numériquement, en tout cas, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc ça fait peur, hein. je veux dire, non mais, en vrai, comment ça se fait que on sait que le Nord, en termes de superficie, c'est beaucoup, en fait, c'est la moitié du royaume. Donc comment ça se fait qu'ils ont réussi à réunir plus de 10 000 hommes alors que Tywin il a déjà que 20 000 hommes dans son armée et en plus on connaît même pas le nombre des hommes dans l'armée de Jaime, quoi. La moula. Tyrion était alors accompagné, en plus de Bronn, des tribus qu'on appelait les Sélénites, les Oreilles Noires, les Faces Brûlées et les Freux. Tyrion craignait la réaction de son père, Tywin Lannister, en le voyant ainsi accompagné par des sauvages et voulut lui parler d'abord seul, afin de lui faire comprendre la situation. Mais les clans ne lui faisaient pas confiance, des chevaliers leur avaient déjà menti par le passé, et Tyrion dut donc se faire accompagner par quelques-uns. Sheila, pour les Oreilles Noires, Con et Shaga, pour les Freux, Ulf pour les Sélénites, et Timet pour les Faces Brûlées. On va dire la petite histoire sur la signification du nom de ce clan. Est-ce que tu t'en rappelles, Guillaume? Les Faces Brûlées? Bah, il se marque le visage au fer ardent, là. Ouais. Et en plus, ils doivent se couper une partie du corps. Et l'autre, celui qui est surnommé la main rouge, il s'est carrément arraché un œil ou un truc comme ça. Ouais. Et ce qui est très con parce que, du coup, t'as plus ta vision binoculaire au combat et pour bien juger les distances, c'est extrêmement con de faire ça. Oui, mais ça prouve ton courage. Et ça fait rire quand il se demande, qu'est-ce qu'il a dû se faire couper le chef et tout pour avoir le respect des autres. Sur le chemin du camp Lannister, Tyrion vit des champs incendiés, des ruines d'habitation, ainsi que des corbeaux et corneilles. On n'avait donc pas menti à Robb, Tywin Lannister avait bien incendié le conflent sur son passage. Donc, à la guerre comme à la guerre, hein. C'est dommage, hein, parce qu'ils auraient pu... Tu vois que c'est lui qui est intelligent, parce qu'en vérité, la guerre, elle se déroule dans le conflent, pardon. Et une des solutions, ça aurait été de dire, ok, tu niques notre territoire, on va niquer le tien, genre. Et du coup, on te contourne pour aller dans les terres de l'Ouest et... Mais du coup, forcément... Tu sais, c'est un peu... ça fait un peu penser, par exemple... tu sais, aux Américains pendant les 2 guerres mondiales où il y avait aucune des guerres qui sont déroulées sur leur sol. Et du coup, forcément, après, ils arrivaient, ils faisaient la guerre, mais sur leur sol, il y avait aucun dégât. Les mecs qui rentraient, ils étaient sereins. Et puis, forcément, après, tu t'étonnes qu'ils avaient plus d'argent parce qu'ils prêtaient à des taux d'usurier pour que les gens remplacent leur maison, etc., quoi. Le fameux plan Marshall. C'est Sir Flémont Brax qui vint l'accueillir à l'entrée du camp. Donc, est-ce que tu as regardé les appendices, Guillaume, pour ce chapitre?
Je crois que j'ai fait l'erreur de ne pas regarder. Merde. J'essaye aussi, bon, je lis pour le podcast, mais j'essaye aussi de profiter de ma lecture, quoi, tu vois. Aussi, déjà que j'essaye un peu de réfléchir, mais... Ouais, non, mais je comprends. Non, mais c'est vrai que de base, les appendices, c'est fait pour aider, et techniquement... on n'est pas censé les lire, tous les chapitres, quoi. C'est ça. Je rappelle parce que j'ai fait l'erreur quand je lisais Dune, de lire les appendices, et ça m'a fait en fait, j'ai eu des gros spoils en les lisant, ce qui m'a fait chier, et je me suis dit à partir de ça que j'aurais plus jamais les appendices d'un roman. Mais c'est sûr que sur le trône de fer, franchement, c'est possible, hein, pour les appendices. Mais qu'est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce qu'il faut retenir de choses? Ouais, en fait, il faut avoir tes notes perso. Ouais, bah voilà, c'est au lieu de regarder tout le temps là les appendices, bah tu regardes tout le temps tes notes à toi, c'est galère, hein. Mais d'autres qui faisaient ça, vraiment. Je veux dire, et tout, avant l'époque d'internet, tu sais, les mecs, ils avaient un répertoire, oui, chaque nom, avec leur ordre alphabétique, etc. Bref. Donc, oui, c'est Sir Flémont Brax qui vont l'accueillir à l'entrée du temps. Alors, si on regarde les appendices, il y a une personne du nom de Brax, c'est Lord Andros Brax, qui est un des principaux bannerets des Lannister. Mais on connaît pas le lien entre ce Flémont Brax et Lord Andros Brax. Tyrion se met à rire quand Sir Flémont lui apprend que Tywin avait pris ses quartiers à l'auberge du Carrefour. Les coïncidences pouvaient s'avérer curieuses. Donc, pourquoi il rigole, Guillaume? Je rappelle aux auditeurs. Excuse-moi, j'étais en train d'ouvrir les appendices, répète. Bah, du coup, c'est Tyrion qui se met à rire quand on lui apprend que Tywin avait pris ses quartiers à l'auberge du Carrefour. Ah oui, c'est là où il s'est fait kidnapper. Ouais. Exactement. Donc, je crois qu'ils disent dans le texte que les dieux pouvaient s'avérer juste ou quelque chose comme ça. Bref. En allant à l'auberge du Carrefour, Tyrion remarqua le nombre formidable d'hommes réunis par le seigneur son père, et nota aussi la présence de grands seigneurs. Les prestres, alors, les prestres, c'est pas encore traduit, parce que c'est, en fait, dans le chapitre, c'est le nom en anglais qui a été utilisé, donc prester. Et si on regarde les appendices, on note un personnage du nom de Sir For les Prestres. Mais surtout que, les prestres sont une des maisons vassales principales des Lannister. On a aussi les Crack Hall, donc pareil, une des maisons vassales des Lannister. Les Marfeux, une des maisons vassales principales des Lannister. Et deux personnages appartiennent à cette maison, qui apparaissent dans les appendices. Donc t'as pas regardé, Guillaume, c'est ça? Je l'ai là. Ok. Donc on a Adam Marfeu. Ouais. Et plus loin, plus haut, on a Darlessa Marfeu. Ouais. Qui était l'épouse de Tyget Lannister, l'un des frères de Tyget Lannister, l'un des frères de Tywin, qui est mort de la vérole. C'est ça. Et on a les Liden. Donc les Liden, ou Leiden plutôt, c'est une des maisons vassales principales des Lannister. En fait, on a à peu près, oui, on a un peu un regroupement de tous les bannerets, quoi. En arrivant à l'auberge, il vit que celle-ci n'avait pas tellement changé dans ses souvenirs, excepté qu'on avait érigé un gibet au milieu de la cour et qu'un cadavre s'y balançait. De plus, des corneilles se battaient pour ce même cadavre. Et Tyrion ne put que soupirer en voyant celui-ci. Donc est-ce que tu sais pourquoi, Guillaume? Je suis tellement concentré sur les... J'essaie d'avoir les... Répète. Donc par rapport, tu te rappelles dans le chapitre, en gros, en arrivant à l'auberge, il voit que dans le cours, il y avait une sorte d'un gibet, je sais pas comment tu l'appelles, mais qui avait été érigé et sur lequel il y avait il était posté un cadavre. Un cadavre, oui. Et du coup, t'as Tyrion qui soupire en voyant le cadavre. Et mais du coup, en fait, tu peux le reconnaître. Tu peux reconnaître qui c'est. J'ai pas identifié le cadavre, du coup, moi. J'ai pas relevé. En gros, quand il voit le cadavre, en fait, il y a une phrase qui dit que les oiseaux lui avaient becqué les orbites, le gras des joues, les lèvres dénudant les dents écarlates et un hideux sourire. Ah. Les gîtes le couvert à un pichet de vin, voilà tout ce que je disais. C'est l'aubergiste. Voilà, exactement. Avec qui bouffait des bonbons ouais. rouges. Exactement. Ouais. Donc Masha Idle. Mais celui-là fallait, voilà quoi, c'est un petit design, mais celui-là fallait le trouver quoi pour savoir qui était ce cadavre. Bon, il fallait avoir noté et puis faire le lien. Et du coup c'est triste parce qu'en fait on se rappelle que
cette Masha Idle, l'aubergiste, avait supplié Kathleen d'emmener Tyrion loin de l'auberge, que justement, elle ne voulait pas de ces batailles de seigneurs. Et tu te rends un peu compte que, en vérité, dans ces batailles de seigneurs, c'est un peu les paysans, les gens du peuple qui trinquent en premier, quoi. Ouais, bah oui. Souvent, ils se font racketter leurs vivres au profit de l'armée. Ouais, c'est les premiers à vraiment douiller, quoi. Et puis même en fait, on nous dit dans le chapitre que des terres ont été rasées, etc. Mais sur ces terres, il y avait des gens qui y habitaient, il y avait des paysans qui travaillaient, etc. Et puis même, on se rappelle ceux qui étaient venus se plaindre à Ned, lors de l'audience qu'il a donnée, qui avait dit que oui, Creager Clegane avait tout incendié sur son passage, qu'il avait massacré tout le monde. Violé ça, probablement. Ouais, c'est... Donc ouais, c'est les gens du peuple qui trinquent. C'est assez triste. Finalement, Tyrion entre dans l'auberge et se retrouve face à face avec son père. Enfin, le lecteur rencontre Lord Tywin Lannister, sire de Casterly Rock, gouverneur de l'Ouest et bouclier de Port-Lannis. À première vue, il paraît impressionnant, bien conservé, l'attitude digne d'un seigneur, la force et la stature en plus. On comprend pourquoi les gens parlent de lui ainsi. Et on s'amusait même à dire que quand Tywin Lannister chiait, c'était de l'or qui en sortait. Et apparemment, celui qui a dit ça, il est probablement mort. Tywin était accompagné du seul frère qui lui restait, Kevan Lannister, lorsque Tyrion se posta devant lui. Donc Guillaume, est-ce que tu peux nous faire une petite généalogie de toute la famille Lannister? Je crois qu'on en a jamais fait. Mais bon, vu qu'on rencontre enfin Tywin Lannister, ce serait bien de s'intéresser à la famille Lannister. Alors, je sais pas par où commencer. On a Tywin, on a ses 3 enfants adorés, qu'on connaît bien, Jaime, Cersei et Tyrion. Il les a eus avec une Lady Joanna. Tywin a aussi des frères et des sœurs. Donc là, on nous a présenté Kevan, et dont on a un fils qu'on connaît, c'est Lancel, qui est écuyer de Robert, qui était écuyer de Robert. D'ailleurs, c'est ce même Lancel qui a versé le vin à Robert pendant sa chasse. On a une Jaina Lannister, mariée à un Frey, qui a 2 enfants qu'on ne connaît pas encore, qui sont cités dans les appendices, vous pouvez aller voir. On a Tyget Lannister, dont j'ai parlé, qui était un frère de Tywin et qui est mort de la vérole, dont on connaît, en tout cas dans les bouquins pour l'instant, que Tyrek, le fils, qui était écuyer de Robert aussi, avec Lancel. Et on a un Geryon, qui était le plus jeune de la fratrie de Tywin, et que lui a été perdu en mer. Ok. Et ils ont tous ces gens-là ont des enfants, vous pouvez aller regarder les appendices. Ouais. Alors juste par rapport à Lady Joanna, juste rajouter que c'était la sœur de Stafford Lannister, qui est le cousin de Tywin. Donc en fait, ils font un peu partie de la même famille, quoi. Tywin et Joanna. C'était Joanna, c'était si tu veux, c'était la cousine de Tywin. Oui. C'est QLF, comme on dit. Ah ouais, bon, si c'était des cousins éloignés, tu vois, c'est moins grave que des jumeaux, quoi. Ouais. Mais bon, ça se fait, tu vois, des cousins éloignés dans une famille au Moyen-Âge, ça se faisait. Ça se faisait. Je crois que des cousins éloignés, je crois que génétiquement c'est le plus optimal pour l'hybridation. Mais oui, c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'ils prédisent pas le nom de famille de Joanna dans les appendices, parce qu'en fait, c'est Joanna Lannister. On n'a pas eu besoin de changer de nom de famille à la mairie. Alors, premier mot, on comprend que Tyrion et Tywin ne s'apprécient guère du fait, de la difformité et de la faiblesse de Tyrion, qui torturait, je dis entre guillemets parce que c'est le mot qui est employé dans le texte, qui torturait l'esprit de son père, et on comprend pourquoi, vu que dans ce chapitre est porté à notre attention l'importance que Tywin Lannister affectait à l'honneur de sa famille. Donc c'est sûr que voir Tyrion un nain, voilà quoi, mais Tyrion de toute façon il a déjà expliqué que Tywin il l'a exécré depuis son plus jeune âge, que justement je crois que Tyrion il a dit dans le chapitre de Jon, dans son premier chapitre, que il le portait en partie responsable du meurtre de sa femme parce que c'est en couche que Tyrion était mort. Enfin, c'est en couche que Joanna était morte et que Tyrion avait vécu.
Donc pardon, j'ai coupé au montage, mais c'était juste pour vérifier que oui, en fait dans le premier chapitre de Jon, lorsque Tyrion et lui se parlent, vous savez, dans la cour de Winterfell pendant la fête qui est donnée pour l'arrivée de Robert, en fait Tyrion, en fait on apprend de Tyrion que sa mère Joanna est morte en couche en lui donnant naissance. Donc c'est une des raisons pour lesquelles Tywin en veut autant à son fils, sûrement. Ouais. En plus du fait qu'il soit mort, mais oui, qu'il apporte le déshonneur. Mais voilà. Et je crois qu'on a parlé en plus dans le chapitre de Bran. Tu sais quand Bran justement il était entouré des alors si je dis pas de conneries, c'était les Karstark, et qui disaient que oui, nous on préférait se mettre fin à notre à la vie plutôt que de vivre plutôt que de vivre comme ça, quoi, que ça apportait le déshonneur à sa famille, etc. Et bon, tandis que Tyrion lui considère sûrement son père comme étant un homme cruel qu'il n'a jamais considéré comme son fils. Voilà quoi. Si on devait résumer les tensions à ce niveau-là, ça serait ça. Mais on connaît aussi ce qu'a réservé Tywin à Tyrion, hein, l'histoire de la première fois de. Ouais, l'histoire de la prostituée. Vous la connaissez sûrement, vous devez vous en rappeler. Enfin, il a forcé Tyrion à regarder une fille. Ah d'ailleurs, j'ai vérifié ensuite. En fait, oui, Tyrion il a bien couché avec la meuf ensuite. Hein. En gros, après qu'il ait gardé baiser la prostituée, en fait Tyrion il a dû la payer parce qu'il devait la baiser après les gardes, genre. Donc ouais, vraiment tendu. Hein. Ouais. Genre là c'est vraiment hardcore. Ah, ça me dégoûte. Non, c'est hardcore. Et ouais, c'est là que Bran l'avait dit, ouais, moi je tuerais le mec qui m'aurait fait subir ça, quoi. Ouais, Bronn, pas Bran. Ah, Bronn, pardon. Et Tyrion lui avait répondu qu'un Lannister paye toujours ses dettes. Mais dans l'histoire de la prostituée, c'est vraiment hardcore. Mais bon, comme on vient de le dire, l'honneur de la famille Lannister était en jeu lors de la capture de Tyrion, et Tywin était donc obligé de partir en guerre pour son fils. Même si, bon, en fait, genre, quand Tyrion a parlé à Jon, dans le passage que je viens d'évoquer, en gros, il dit de manière cachée que, oui, que Tywin n'avait jamais considéré comme Tyrion comme son fils, et qu'il faudrait lui en persuader, parce que comme Lady Joanna était morte en lui donnant jour, il n'avait jamais pu obtenir... c'est un peu un truc caché pour dire que... voilà, quoi. Comme ma femme est morte en donnant jour, on sait jamais, ça se trouve, t'es pas mon fils, et puis basta, tu vois. On apprend ensuite la suite, ce qui s'est passé par rapport à la guerre de Conflans, du côté des Lannister. Donc, Jaime Lannister, après sa victoire à la Dent d'Or, avait poursuivi les seigneurs du Conflans jusqu'à Vizseg, où il en a battu une grosse partie et a fait prisonnier Sir Edmure Tully, ainsi que de nombreux de ses chevaliers bannerets. Énorme coup dur du côté du Tully des Stark, parce que là, c'est Edmure Tully qui a été capturé. Edmure Tully, c'est pas n'importe qui, c'est l'héritier de Vizseg. Ouais. Et puis c'est lui qui donnait les ordres, parce Catelyn, elle suppose que Lord Oster Tully est malade ou a quelque chose de grave. Donc voilà, quoi, s'il y a plus de Tully dirigeants, là c'est compliqué, là, ouais, c'est compliqué du côté du Conflans, quoi. Ouais, c'est là ils ont un otage de qualité. Donc il y a eu des rescapés à cette bataille, hein, au niveau du Vizseg, dont lors de Ned Bosque, et ces rescapés se sont repliés sur Vizseg, où Jaime les y assiège. Alors, deux choses par rapport à l'ordre de Ned Bosque. Premièrement, c'est la première fois où il est traduit, parce que dans les précédents chapitres, on le désignait encore par son anglais, donc lors de Blackwood, et c'est incroyable. Moi, je trouve ça vraiment incroyable que dans le même tome, et qui est sorti il y a quand même une vingtaine d'années, Guillaume et moi avons acheté en version numérique pour le podcast, on a encore ce genre d'erreurs de traduction qui peuvent être corrigées très rapidement. Genre, comment ça se fait que dans le même tome, et qui est sorti vraiment il y a 20 ans, qu'on peut corriger, quoi, et on désigne un personnage par deux noms différents. Moi, ça me tue. Ouais. Encore si ça avait été le tome 2 où ils avaient traduit Ned Bosque, tu te dis, bon, ils ont réalisé, mais là, c'est abusé, franchement. En plus, ils sont pas donnés, les tomes, quoi. Ils sont pas donnés, ils peuvent faire un effort, quoi. Ouais. C'est en plus, en version numérique, c'est même pas une question de tirage, genre. C'est même pas une question de tirage. Ouais. Non, je suis d'accord. Je comprends pas pourquoi, ça a dû être remonté, hein, ces genres de plantes et tout, mais, quoi qu'on dise ça et tout, mais nous, on l'a pas fait remonter en vérité, mais... C'est impossible qu'il y ait pas un lecteur qui l'ait fait remonter, genre. Mais, ouais, donc ça peut être très facile à corriger. Et du coup, deuxièmement, par rapport à l'ordre de Ned Bosque, il apparaît dans les appendices.
comme étant Titos Nerbosque, le sire de Corneilla. Qui a été, et nous, on avait Raventry. Le fief des Nerbosque, on l'a maintenant. Du coup, Corneilla, le fief des Nerbosque, n'est pas encore traduit et on le désigne dans le chapitre par son nom anglais, Raventry. Donc, voilà, quoi. Genre, déjà, qu'on vient de se plaindre d'une erreur, et là, par rapport au nom, ok, soit, qui a été corrigé, mais là, maintenant, il faut encore une erreur sur sur leur fief, quoi. Donc, non, au bout d'un moment, ça devient chiant. Et, d'ailleurs, Corneilla, ou Raventry, en VO, n'apparaît pas sur la carte. Et, c'était ce qu'on s'était dit en off avec Guillaume, que il y avait énormément de lieux qui apparaissaient pas sur la carte. Parfois, ça peut être un peu compliqué de se repérer. On sait que c'est au niveau du conflant, Corneilla, mais après où, c'est, voilà, quoi. Mais bon, on suppose que si ça apparaît pas sur la carte, ça aura pas une importance directe sur l'histoire, quoi. Ou du moins, ça serait chiant que Martin, il cite, oui, donc ils sont passés par là et c'est un point stratégique, alors que du coup, lui, il apparaît pas sur la carte. Bref, tout ça pour dire que, avec la retraite de Lord Nerbosque à Vizeg, son fief Corneilla était tombé. De même que Harrenhal, que Lady Went, la régente du lieu, a dû rendre. On a déjà parlé de Sheila Went, hein. Voilà, que c'était une lady vassale de Lord Ostertully, donc le sire des Conflans, etc., etc. Et Sir Gregor Clegane, la montagne, a quant à lui brûlé la terre des Piper et des Bracken. Pour les Piper, on sait par Robb dans le chapitre précédent que Lord Piper, lui, s'était replié à Vizeg. Pour les Bracken, en revanche, on sait par les indices que le sire des Bracken se nomme Sir Jonas Bracken et qu'il règne sur la High Pierre. Donc, c'est la High Pierre qui a été incendiée par Sir Gregor Clegane. Et si on fait le résumé, en fait, il ne reste plus pour Tywin Lannister comme obstacle dans le conflit que les Mallister qui tiennent toujours Salvamer ainsi que les jumeaux tenus par Walder Frey, où d'ailleurs ce Walder Frey concentre ses troupes. Donc pour les Mallister, on a déjà rencontré deux, Jason Mallister ainsi que son fils et héritier Patrick Mallister à Port-Réal lors du tournoi de la main. Pour les jumeaux, c'est là que doit se rendre Robb pour pouvoir traverser la rivière Furk. Sauf que, pour Tywin, ces deux obstacles sont loin d'être des problèmes, car, d'une part, Jason Mallister n'a pas les moyens de combattre seul. Forcément, si le conflit a été pris, c'est pas juste un seigneur riverain qui va arriver à stopper l'arrivée des Lannister. Et d'autre part, Lord Frey n'est pas surnommé Lord Frey le Tardif pour rien. Il n'intervient que quand la guerre est déjà gagnée. Donc Guillaume en a déjà parlé dans les chapitres précédents. Hein. Ça, c'est parce que lors de la bataille du Trident, où Robert et Rhaegar Targaryen se sont battus, en gros, Lord Frey n'a envoyé ses hommes que après que Robert ait gagné. D'où son surnom, Lord Frey le Tardif. Tant que les Stark et les Arryn n'interviennent pas, les Lannister auront gagné le conflit au final. Sauf que, les Arryn n'interviendront pas, les enfants de Tyrion, du fait de l'attitude de Lysa Arryn, parce que on sait que Lysa Arryn, elle veut pas envoyer d'hommes au-delà de la porte sanglante, au-delà du Val d'Arryn, parce que elle s'inquiète pour son fils. Vous connaissez Lysa Arryn, hein, on a lu les mêmes chapitres. Et si on y réfléchit, en fait, il n'y a que les Stark qui peuvent un tant soit peu poser problème. Et encore, vu que les Lannister tenaient Eddard Stark comme otage, et même si Robb avait convoqué le ban, ce n'était encore qu'un genou. Donc en fait, ils ont deux gros désavantages, les Stark. C'est à ce moment-là que Tyrion apprend que Robert Baratheon est mort et qu'à présent c'est son neveu Geoffrey qui règne sur les 7 couronnes. Putain, là Tyrion quand il est arrivé, il s'est pris une vague d'infos, ouais. Une vague d'infos, il a dit quoi quoi. Genre il arrive, c'est la guerre de partout. Grave. Ah non, mais j'avoue que Tyrion, en fait... Ned, il est félon, Robert, il est mort. C'est quoi cette merde? C'est ça, ouais. J'avoue on n'a pas vu de réaction de Tyrion au moment où il a appris que le Ned était emprisonné, genre, était pris comme otage. Enfin, après, bon, ça peut être une conséquence logique, vu que si Tyrion a été pris, ils allaient essayer de prendre un otage du côté des Stark, mais comme tu dis, il y a un flingue d'infos, parce que quand Tyrion était parti, quand Tyrion était capturé par Catelyn, en vérité, tout se passait bien dans le royaume. Il y avait encore la paix du roi dans les 7 couronnes. Là, c'est plus du tout la même chose. Du coup, on a dit que c'était Geoffrey qui régnait sur les 7 couronnes, mais ça c'est en théorie, parce que c'est plutôt Cersei qui règne, en vérité. Oui. Tywin va alors confier une mission à Tyrion, parce que Carl Vance, Mark Piper, ainsi que Beric Dondarrion et Thoros de Myr sont sur les traces des Lannister et leur causent bien des problèmes. Donc on a déjà rencontré ces 4 personnes au même moment, est-ce que tu peux nous le rappeler, Guillaume?
Alors, les 4 personnes, c'est... Carrément, Mark Piper. Ils étaient en même temps? Ouais. 4. C'était au tournoi de la main? Non. Ou c'était quand Ned a dit... C'est quand Ned a donné la sentence vis-à-vis de Sir Gregor? Ouais. En gros, justement, c'était Caril Vance, Mark Piper, Ah oui. ainsi que Raymond Darry, à présent décédé, qui sont venus parce qu'ils étaient venus plaider la cause de leur des habitants de leur fief, quoi, pour qui Gregor Clegane avait ravagé les terres, avait massacré les femmes, enfants, vieillards, violés, etc. Et donc ils étaient venus réclamer la justice à Robert, mais bon, ils étaient tombés sur Ned, vu que Robert était parti à la chasse, et Ned a confié la mission à Beric Dondarrion, Thoros de Myre et 2 autres chevaliers, mais je me rappelle plus de leur nom, Ouais. ainsi qu'à eux, d'exécuter Gregor Clegane, quoi. Et du coup, est-ce que tu te rappelles il y avait une chose particulière à propos de Mark Piper qu'on avait noté, qui a été dite. Qu'est-ce qu'il a de particulier? J'en ai aucune idée. C'est l'ami intime d'Edmure Tully. Donc on peut comprendre même son meilleur ami même. Mais Tyrion ne peut pas remplir la mission que son père lui a confiée, car il a d'autres engagements. Il demande alors à Tywin de fournir au clan des montagnes les armes et armures qu'il leur a promis en échange de la vie sauve. C'est à ce moment-là que les 5 représentants des clans accompagnant Tyrion font irruption dans l'auberge. Les présentations envers Tywin Lannister sont, je dois dire, assez drôles. C'est des scènes qui me font grave rire, genre en mode quand il y a une dichotomie pareille et tout entre un grand seigneur et puis les clans des montagnes, quoi. Je trouvais ça, oui, moi c'est Sheila des oreilles noires et puis voilà. C'est dommage, je crois qu'en plus c'est tout, je crois que cette scène et tout, elle était dans la série et je crois que c'est une scène qui m'a fait bien rire. Mais au moment où Tyrion s'apprête à expliquer à son père le marché qu'il a passé avec eux, un messager vient les informer que l'host Stark a quitté Moat Cailin et s'est mis en mouvement sur la grande route. Ce qui ravit Tywin Lannister, même s'il ne souriait jamais. Tyrion savait lire les expressions faciales de son père. Tywin demande alors à ce qu'on les harcèle sur les flancs pour les attirer encore plus au sud. Et c'est ce qui correspond exactement au plan de Robb, en fait. Donc là, Tywin, il se croit le plus malin, il est en train de sourire, mais en fait, il est en train de tomber dans le plan que Robb a fomenté. En quoi ça satisfait Robb? Parce que Robb, il veut les attirer... Il veut pas les attirer, Robb. En fait, Robb, il veut juste se battre avec eux à l'est de la Verfurk. Donc pour lui, ça l'arrange que Tywin... Que monte via le long du... Ouais, voilà, c'est ça. Ça l'arrange que l'armée de Tywin, en fait, vient se frotter à lui par l'est de la Verfurk. Et c'est par là qu'il arrive, par la grande route. D'accord, ok. Et en fait, Tywin, il se doute pas que Robb, il a... Enfin, c'est ce qu'il a failli faire parce qu'il faut encore qu'il passe... qu'il ait l'accord de Walder Frey, mais qu'il veut envoyer une partie de son armée à l'ouest de la Verfurk pour aller renforcer Vivzeg, en fait. Tywin, avec finesse et enjonce leur fierté, et réussit ensuite à convaincre les clans des montagnes de se battre pour lui et leur promet de leur offrir bien plus encore que ce que Tyrion leur a promis. Et ils acceptent, à condition que Tyrion vienne avec eux, car tant qu'il n'a pas réglé sa dette, sa vie leur appartient. Voilà, on l'a terminé pour ce chapitre, qui était moins grand que ce que je pensais, mais il était vachement fourni, je pense. Donc il y avait beaucoup d'informations à ingurgiter, un peu comme Tyrion quand il est arrivé à l'auberge du Carrefour. Mais on espère que vous avez apprécié de nous écouter, apprécié qu'on tornicote ce chapitre pour essayer de le comprendre au maximum, on le décortique un max. Et voilà, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, ça sera sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous noter et commenter le podcast sur les différentes plateformes. Et puis on vous dit à la prochaine. À la prochaine.